J'ai pas décidé de faire de la politique, j'ai décidé de faire de l'art, j'ai décidé de faire des images. Mais il me semble qu'en tant qu'artiste, on est obligé quand même d'éveiller au monde qui nous entoure. Après, j'ai pas la prétention de le changer, quoi. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Ce nouvel épisode de L'Œil Écoute est consacré à Raphaëlle Peria, que Yannick Le Guillanton a rencontré après qu'elle a exposé, d'abord aux Rencontres d'Arles puis à Paris Photo, son travail traversé du fragment manquant, un voyage poétique dans les paysages revisités des souvenirs de son enfance sur le canal du Midi, une série conçue dans le cadre du prix BMW Artmakers 2025, dont elle a été la lauréate avec la curatrice Fanny Robin. À son micro, elle revient sur la genèse de cette œuvre, sur sa pratique mêlant photographie, dessin et gravure, une pratique qui triture la matière puisqu'elle intervient en réduction de l'image imprimée sur papier, en grattant la photographie. Une métaphore de l'effacement de l'image souvenir, de la mémoire, pour revenir au blanc du papier, à la page blanche. Artiste plasticienne, elle explique comment elle réfléchit ses projets en chercheuse, associant constamment la technique à son sens de l'observation et à sa volonté de rendre visible la nature qui l'entoure, et surtout les plantes et les arbres, dont elle révèle les mystères ou les douleurs, comme ces platanes du canal du Midi qui, malades, ont dû être abattus et brûlés pour, espérons-le, mieux renaître de leurs cendres. Bonne écoute. Bonjour Raphaëlle Peria. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui à la Galerie Papillon. Nous sommes dans le 3e arrondissement à Paris, c'est la galerie qui vous représente. Et nous allons parler aujourd'hui de l'exposition que vous avez présentée à la fois à Arles et à Paris Photo, Traversée du fragment manquant, dont vous êtes lauréate avec Fanny Robin dans le cadre du prix BMW Artmakers. Alors ce prix BMW Artmakers, il est assez original puisqu'il consacre un duo artiste-curateur. En l'occurrence, il s'est repositionné, je crois, il y a 4 ans sur les arts visuels. Et vous-même, vous êtes une artiste pluridisciplinaire puisque vous peignez, vous dessinez, vous gravez. Vous faites également de la gravure sur céramique. La photographie, finalement, elle n'est qu'un médium parmi tant d'autres dans ceux que vous utilisez. Effectivement, c'est vrai que la photographie, c'est un médium qui n'était pas mon médium prioritaire au départ. Moi, je viens vraiment de la gravure et du dessin, voire même de la peinture. Et c'est arrivé un petit peu par hasard pendant mon cursus scolaire. Lorsque j'étais aux Beaux-Arts, j'ai pris une année sabbatique et je suis partie pendant 1 an avec juste un appareil photo. Et quand je suis revenue, je me suis demandé que faire de toutes ces images. Et c'est là où l'image photographique est arrivée dans le travail. Mais je dirais d'abord plus l'image photographique que la photographie, puisque c'est vraiment le support, la matière, le papier de la photo qui m'a intéressée au départ. Et comment en êtes-vous arrivé à utiliser la gravure, cette technique en fait où on retire de la matière? Alors cette technique, moi je l'appelle vraiment le grattage sur photographie. C'est vraiment l'idée de gratter, effectivement, de retirer de la matière. Ça, c'est tout un questionnement par rapport à l'effacement de l'image souvenir. L'effacement surtout dans notre mémoire, c'est-à-dire qu'on perd nos souvenirs, ils évoluent, ils se transforment. Et je me suis posé la question de comment transformer ça plastiquement, comment montrer au spectateur que le souvenir évolue et qu'il disparaît. Et du coup, ça m'a paru un peu une évidence d'effacer la photographie, d'effacer l'image souvenir. Finalement, c'est un jour en ayant mes outils de graveur à côté que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donne si je les utilise pour effacer, pour tenter de détruire l'image? Et ce qui m'a intéressée, c'est qu'en grattant, vraiment, je pouvais à la fois effacer, revenir au blanc, mais également soulever la matière. Et je pense que mon rapport à la peinture fait que j'avais besoin de matière dans mes images, donc c'est ça qui m'a plu. Alors j'ai remarqué que dans votre travail, vos titres sont toujours très poétiques, c'est très littéraire. La littérature, la poésie, j'imagine qu'elle vous influence en fait dans votre travail. Est-ce que vous avez été également influencé par d'autres œuvres, des œuvres d'art plastique, par exemple, dans votre cursus, qui ont cheminé avec vous? Alors,
J'ai vraiment une influence littéraire, effectivement, dans mon travail. Je lis énormément, je lis beaucoup de poésie. Ça, je pense on le voit effectivement dans les titres. Beaucoup des titres, en fait, de mes œuvres sont issus de livres. À chaque fois que je lis, j'ai toujours un crayon pas loin et j'aime bien écrire dans les livres, souligner les bouts de phrases et du coup prendre des petits fragments que je modifie ou non et qui deviennent les titres des œuvres. Je pense qu'il y a tout un champ lexical effectivement dans les titres qu'on voit revenir sur l'idée du souvenir, de la mémoire. Ça c'est très important pour moi. Je suis très intéressée par deux types de littérature, enfin trois, je dirais la poésie en général, mais après je lis aussi beaucoup de littérature asiatique. Voilà, cette idée de contemplation, de lenteur, de douceur qu'on peut, je pense, retrouver dans mon travail et qu'on retrouve également dans la littérature nordique, notamment la littérature islandaise, où tout se passe dans des endroits où il y a de la neige, où tout est blanc. Il y a vraiment ça dans la littérature que j'aime et que je pense on retrouve dans mon travail. Et pour les œuvres qui m'inspirent ou les artistes plasticiens qui peuvent m'inspirer, il y a toujours cette idée de paysage. Moi, je pense que les tout débuts, ça vient vraiment de Constable ou Rousseau, enfin voilà, des peintres de paysages. Ça, j'ai grandi avec ça. Et puis, plus récemment, je m'intéresse beaucoup à des artistes qui seraient plus un peu dans l'idée de Nicolas Floch, par exemple. C'est-à-dire des artistes qui ont un côté à la fois contemplatif, mais à la fois chercheur scientifique. Voilà, moi, j'ai un côté scientifique aussi dans mon travail et j'aime comprendre le paysage dans lequel je vais, j'aime comprendre sa matérialité. Et je pense que j'ai un petit peu ce côté aussi chercheur. Ça fait partie de votre formation initiale, d'ailleurs. Je crois que vous aviez passé un bac scientifique, me semble-t-il. C'est ça, effectivement. J'ai d'abord passé un bac scientifique. J'étais plutôt destinée à aller faire médecine ou des sciences. J'ai beaucoup regardé la biologie. Moi, j'aurais adoré travailler en fait dans un laboratoire de biologie sur les plantes. Et en fait, il s'avère que du coup, mon atelier est un peu mon laboratoire. Finalement, je n'étudie pas les plantes, mais j'étudie tous leurs écosystèmes, je les dessine. Et c'est aussi ça qui m'intéresse. Oui, c'est une façon de les étudier aussi. Ouais. Vous regardez le travail quand même en profondeur. C'est ça, c'est une façon de les étudier, de les comprendre et en même temps de les révéler au monde, si je puis dire. Je pense que dans un labo, il y a un problème, c'est qu'il y a toujours un côté utile. Il faut que ce soit utile et finalement, faut un résultat. Bon, moi, je suis pas certaine d'être là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas d'utilité à ce que je fais, si ce n'est de faire rêver les gens. Après, en même temps, vous accumulez aussi de la connaissance en réalisant ce travail, même si c'est pas nécessairement ce que vous partagez après avec le public. Oui, je dis souvent, parce que je sais qu'il y a justement beaucoup d'artistes qui sont enseignants à côté. Moi, je dis toujours que je veux pas être enseignant, je veux rester élève. Mon but, c'est de toujours apprendre, en fait. Vous êtes dans la contemplation. C'est ça. Alors, pour en revenir maintenant à Traversée du fragment manquant, c'est un travail qui se compose de 2 séries. Une première série qui est une série d'archives familiales et une deuxième série que vous réalisez cette fois sur plexiglas où vous avez photographié vous-même des arbres et tout ça se passe le long du canal du Midi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la genèse de ce projet ? Alors, ce projet, donc Traversée du fragment manquant, qu'on a présenté donc avec Fanny Robin, la commissaire d'exposition, dans le cadre du programme BMW Artmakers, c'est vraiment déjà la suite en fait d'une exposition qu'on avait pu faire avant, déjà ensemble avec Fanny, puisque on a eu l'occasion de faire plusieurs expositions ensemble, et on terminait à la Fondation Bulukian l'année dernière sur un projet autour de l'eau, dont la dernière image, enfin la dernière œuvre était une installation avec une barque. Donc on a décidé de commencer le nouveau projet sur une barque. Voilà, on continue notre cheminement au fil de l'eau. Et qui s'est transformé en péniche cette fois. Et qui s'est transformé en péniche. Alors voilà, les péniches, c'est quelque chose qui accompagne ma vie aussi depuis très longtemps. Et effectivement, l'idée, c'était de répondre à cet appel à candidature du programme BMW Artmakers. En fait, c'est un délai très très court. On postule en novembre, on est sélectionné en décembre et en juin, on doit monter l'exposition à Arles. Et du coup, j'avais dit à Fanny, ce qui serait intéressant vu les délais, comme c'est un programme qui doit être innovant, qu'on ne peut pas mettre d'anciennes œuvres, c'est d'avoir des photos déjà réalisées pour que je puisse commencer à travailler dessus, si on est sélectionné, le temps d'aller faire les autres photos. Donc c'est une question vraiment purement pratique. Pratique. Et en même temps, au-delà d'une question pratique, on cherche toujours, du coup, quand on répond à un appel à candidature, à dire, bon, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Nous, on s'était dit, c'est proche de Arles, donc on a envie de quelque chose qui soit pas très loin, qui puisse se passer presque sur ce territoire. J'avais beaucoup regardé du côté des Marais Salants, qui est quelque chose qui m'intéresse aussi. Mais voilà, on n'a pas trouvé le sujet. Et puis en creusant, je me dis, le canal du Midi est juste à côté. Et ça a un peu fait tilt sur plein de choses. Je me suis rappelé de cet album Photographie de famille où il y avait la barque. Donc je me suis dit, tiens, ce lien est quand même assez évident.
Et puis surtout, en fait, je me suis rappelé d'une conversation que j'avais eue quelques mois avant avec une personne qui habite sur une péniche et qui me disait, mais en fait, nos loyers sont augmentés parce que le canal du Midi est en travaux à cause des platanes qui sont en train de mourir. Et moi, tous mes projets, c'est toujours autour des arbres, des espèces en voie de disparition, d'écosystèmes qui sont menacés ou qui évoluent. Et je me suis dit, mais là, c'est le point clé, il est dans ces arbres. Et il s'avère que, en y repensant, je me suis dit, mais Raphaël, c'est ton premier souvenir. C'est un de mes premiers souvenirs. Et ce premier souvenir, c'est l'image, vraiment, enfin, je l'ai en tête, hein, c'est dans le reflet de la vitre de la péniche, les arbres à l'extérieur et ma famille à l'intérieur. Et c'est un de mes premiers souvenirs, j'avais 3 ans. Vous êtes à l'intérieur Moi, je suis à l'intérieur de la péniche, je fais la traversée du canal, et Mhm. ces platanes sont là, en fait. Et du coup, ils m'ont vu passer quand j'avais 3 ans. Alors moi, je dis toujours que les arbres, c'est les gardiens de nos secrets, notamment les gardiens de mes secrets pour certains. Et c'est l'idée qu'ils m'ont vu passer, mais ils ont vu aussi toute l'évolution du paysage et tout ça. Donc, ils sont des témoins de nos mémoires. Et j'aime à chaque fois dans mes projets qu'il y ait un lien entre le personnel et l'universel. Et là, c'était vraiment la clé. C'est que moi, j'ai fait ce trajet. J'avais les photos de l'album de mon père et de mon grand-père. Et je me suis dit, bah, moi, je vais retourner sur place pour 2 raisons. Pour photographier ces platanes qui vont disparaître, mais aussi pour savoir, est-ce que je vais me rappeler quelque chose de ce voyage? Bon, je vous cache pas que rien du tout. Voilà. Mais l'idée, c'était vraiment, en tout cas, de partir sur ce projet et de les faire effectivement en 2 temps. Le temps des photographies d'archives et le temps de mes photographies. Alors, c'est pas tout à fait exact, certaines sont en petit format et d'autres sur plexi, il y a vraiment un mix, en fait. J'ai décidé justement volontairement de pas en mettre principalement sur plexi ou d'autres non, mais de mélanger les 2 séries, mais avec cette volonté. Alors pourquoi le plexi? C'est vraiment cette idée de la vitre, en fait. Voilà, j'avais vraiment cette idée de la transparence, et ça, c'est vraiment en discussion avec Fanny Robin que c'est venu, où je lui ai parlé de ce souvenir, et elle m'a dit, mais écoute, ça fait plusieurs fois que tu me parles de transparence dans ton travail, que tu as envie d'aller vers ça, allons de ce côté-là. C'était la première fois que vous utilisiez le plexi comme support? Ouais, tout à fait. En fait, le programme BMW Artmakers, c'est vraiment, on leur dit, c'est l'innovation. Et quand ils parlent d'innovation, beaucoup de gens pensent que c'est les nouveaux médias, l'IA ou tout ça. Pas du tout, en fait. Ce qu'ils veulent, eux, c'est permettre l'innovation dans un travail artistique. Et du coup, moi, je leur ai dit, bah voilà, j'ai envie de tester des nouveaux matériaux et des nouvelles choses. Donc, il y a eu l'idée de travailler sur l'archive, ce que j'avais jamais fait, l'idée de mettre de l'humain dans mon travail, ce que j'avais jamais fait, et l'idée d'utiliser ces matériaux qui étaient le plexiglas pour la transparence et également le papier cuivré qu'on retrouve dans toute l'exposition. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de papier cuivré, mais j'ai vu que vous aviez utilisé déjà le cuivre dans une précédente exposition. Oui, alors il y a eu, en fait, dans l'autre exposition, c'est vraiment du cuivre, parce que c'était tout un travail sur des plaques de cuivre, parce que j'étais partie en Argentine faire tout un travail sur une mine de cuivre à ciel ouvert qui détournait 3 rivières. Voilà, donc j'aime bien que le fond et la forme aient un lien aussi dans le travail. Du coup, c'est pour ça que j'avais fait ce travail sur cuivre. Aussi parce que je viens de la gravure, donc le cuivre, c'est quand même un matériau que j'apprécie travailler. Et là, dans le programme BMW Artmakers, il n'y a pas de plaque de cuivre. On a cette impression, les gens pensent au départ, mais pas du tout. C'est vraiment du papier qui imite la feuille de cuivre, en fait. Donc c'est un papier peint que j'imprime et que je viens retravailler. Quand on voit ce projet, vous parliez de transparence, on parle de plaques de cuivre. Moi, ça m'a évoqué de façon un peu subliminale comme un hommage à la photographie, puisque les premières photographies, elles sont apparues sur des plaques de cuivre avec le daguerréotype. Et par ailleurs, dans les premières productions de la photographie, on avait également des photographies sur plaques de verre. Je me suis demandé si, à travers cette intervention très contemporaine, néanmoins, vous n'aviez pas un regard en arrière. Alors, j'y avais pas forcément pensé, je pense, en le faisant. Le cuivre, il est vraiment venu parce qu'en fait, les arbres, quand ils tombent malades, ils deviennent cuivrés. C'est comme ça qu'on reconnaît leur maladie. Donc, c'est pour ça que j'ai amené le cuivre dans le projet. Par contre, l'idée du verre, effectivement, je pense que c'est le tout début de mon travail. Pourquoi ? Parce que l'idée de gratter sur l'image, elle m'est aussi venue des clichés verts de Corot. En fait, de cette idée qu'on pouvait avoir une image sur plaque de verre, mais qu'on pouvait la retravailler pour l'imprimer et qu'elle devienne unique. Enfin, il y a toute cette ambiguïté, en fait, moi, dans mon travail, à chaque fois, entre l'œuvre unique et l'œuvre reproductible, puisque j'utilise de la gravure qui est normalement reproductible, de la photo qui est normalement reproductible, mais je mixe les deux pour que ça devienne unique. Chacune des œuvres est unique, et même si j'imprime 2 fois la même photo sur le même support et que je la retravaille, ce sera toujours 2 œuvres différentes à la fin. Je peux pas faire 2 fois la même chose, je suis pas une machine.
J'avais une question à vous poser également par rapport au montage de l'exposition, puisque comme vous le disiez, ça s'est fait dans un délai extrêmement court, quelques mois en fait, avant que les œuvres soient présentées à Arles, sur la base d'un projet écrit mais préparatoire. Puisque vous êtes toutes deux lauréates, Fanny Robin, votre curatrice, et vous, comment avez-vous entamé le dialogue, même si j'ai bien compris par ailleurs que vous vous connaissiez et que vous travaillez ensemble depuis plusieurs années? Pour le coup, ça a été un vrai dialogue, alors effectivement qu'on mène depuis plusieurs années, mais là d'autant plus sur ce prix puisqu'effectivement c'était très court dans les délais. Mais ça a également été un énorme dialogue avec les équipes du programme BMW Art Makers qui nous ont accompagnés et avec une jeune scénographe, Louisa Buissoni, qui a travaillé avec nous, puisque quand on a postulé, voilà, le point faible de notre dossier, c'était notre scénographie. Clairement, on n'avait pas vu les lieux. Enfin, moi, je connaissais pas les lieux à Arles dans lesquels on allait exposer, donc c'était compliqué de s'y projeter. On avait vu quelques photos et des plans, mais c'est toujours difficile. Et c'est un lieu patrimonial dans lequel on ne peut rien accrocher au mur, rien accrocher au plafond, rien accrocher au sol. Donc c'est quand même pas évident pour mettre des photos. Et c'est là où on a eu l'idée vraiment que tout soit autoportant, en bois, parce toutes les structures sont en bois, parce que voilà, on voulait rester dans cette idée de nature, dans cette idée de bois et d'arbres dont on parlait. Et moi, j'avais très envie que du coup les œuvres deviennent sculpturales et qu'on puisse tourner autour et que du coup on ait cette transparence qui fasse qu'on voit des deux côtés. Voilà, tout de suite on a eu cette envie. Et ce qui est super, moi, quand je travaille avec Fanny, c'est que moi je lui dis j'ai cette idée en tête, j'ai cette envie, et elle me dit moi j'ai tel fournisseur, tel gars, et peut-être qu'on peut lui demander si c'est faisable et comment ce serait faisable. Et c'est vrai que ça permet d'avancer très vite aussi, moi pour la création des œuvres. Et puis elle, après, avec la scénographe, pour tout ce qui est structure autour, voilà. Mais ça a été un échange constant, avec quelque chose qui est compliqué dans les délais, c'est que dès le premier mois, on m'a demandé quelle était ma scénographie, mais j'avais pas encore pris les photos. Donc faut penser à une scénographie, mais vous avez pas encore les images. Donc c'est quand même un challenge. Non, j'imagine, et je comprends aussi mieux cette fois pourquoi vous avez fait appel à des images qui étaient déjà réalisées pour appuyer votre projet. Et par ailleurs, en ce qui concerne le lieu, pour le coup, puisque vous étiez donc à Arles dans un contexte particulier et à Paris Photo dans un autre contexte, comment est-ce qu'on retranspose une exposition là? Pour le coup, ça doit être quand même plus simple puisque les œuvres sont réalisées. Après, il faut savoir comment on va les présenter, non? Alors, plus simple, ça aurait pu, mais nous, ça nous intéressait pas. Du coup, nous, on a pensé le deuxième volet comme une deuxième exposition. Donc, il y a quand même 10 œuvres en plus. Oui, voilà, il y a eu de la Arles et production. Paris Photo, parce que je m'ennuyais sinon pendant l'été. Donc, voilà. Donc, j'ai quand même produit plus. Pourquoi? Parce que justement, toutes ces photos que j'avais prises, moi, j'ai eu très peu de temps pour les travailler et j'étais un peu frustrée de me dire, mais il y en a plus que je voudrais montrer. Donc, j'ai envie de me replonger dedans. Et également, donc, comme Arles, tout était autoportant, à Paris Photo, on avait plein de murs. Oui. Donc on s'est dit autant en profiter. Bien sûr, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu cette idée de créer un wallpaper. Donc on a une œuvre murale en papier peint, enfin une scénographie, c'est pas vraiment une œuvre, mais vraiment où on avait envie que le cuivre vienne envahir totalement l'espace. Et ça, c'était une idée de Fanny de venir faire un papier peint, ce qu'on avait déjà fait dans une autre exposition ensemble à Varengeville-sur-Mer il y a 2 ans. Et là, c'était vraiment l'idée d'avoir juste un papier, les œuvres dessus. Là, j'ai vraiment pensé l'image, retravailler le papier peint pour qu'il fasse vraiment partie intégrante du projet. Comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, le cuivre, vous l'avez utilisé puisqu'il correspond au chancre en fait, qui dévore les platanes sur le canal du Midi. Bon, ça, on le comprend assez vite en lisant les textes d'exposition. Ce ton cuivré, il intervient sur vos photos par petites touches, sur les troncs au départ, et puis après, il va coloniser l'ensemble de la photographie. Ça peut paraître anxiogène, alors que vos œuvres ne le sont pas par ailleurs, quand on ne le sait pas. Est-ce que vous aviez envie d'introduire cette forme de trouble, cette forme de questionnement quand on regarde vos images et qu'on a peut-être aussi plusieurs lectures qui sont possibles? C'est vraiment ça, en fait, dans le travail. Moi, j'aime bien cette formule, mais j'aime qu'il y ait du fond et de la forme. C'est-à-dire que c'est bien de regarder une image et de la trouver belle, super. Moi, personnellement, j'aime bien faire des belles images. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas obligé de faire du moche pour faire de l'art contemporain. Ce qui a été une mode, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est révolu et tant mieux. Donc j'aime qu'on voit qu'il y a un travail, qu'on voit qu'il y a une attention aux détails, une attention aux matériaux que j'utilise. Mais j'aime aussi qu'effectivement ça questionne et qu'on se dise mais pourquoi cette touche de cuivre, pourquoi ça, pourquoi ce détail qui est un peu étrange, pourquoi c'est gratté, pourquoi on enlève de la matière. Et du coup il y a tout le discours qu'il y a autour.
qui n'est pas proposé avec l'œuvre, il est là parce qu'on en discute, ou il est parce qu'il y a une médiation ou autre, mais c'est pourquoi il y a le cuivre, parce qu'il y a cette maladie, parce qu'il y a cet écosystème qui est menacé, parce qu'il y a tout ce questionnement autour sur la photographie, souvenir de famille, mais également sur une mémoire collective. Voilà, ces arbres, ils ont été plantés il y a 200 ans, ils vont disparaître, on est en train de les couper, dans 10-15 ans, il n'y en aura plus aucun sur le canal du Midi. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux spectateurs, c'est, ok, vous êtes devant une belle image, mais creusez un peu plus. Pourquoi elle est là, cette image ? Qu'est-ce qu'elle questionne ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend du monde ? Qu'est-ce qu'on doit regarder aujourd'hui qui sera plus là demain ? Creuser, c'est ce que vous faites d'ailleurs aussi dans vos images. J'ai interviewé tout récemment une autre artiste qui a ponctuellement travaillé sur le grattage, le griffage, un peu comme vous, qui s'appelle Patricia Canino. Et elle me disait que ce qui manque crée une forme de désir, un objet de désir. Est-ce que vous êtes vous aussi dans cette démarche ou est-ce que vous voyez les choses différemment ? Au départ, moi, cette idée de grattage, c'est vraiment l'idée d'effacer ce qu'on oublie. Mais effectivement, ce qu'on a oublié, on a un espèce de désir de s'en souvenir. C'est toute l'ambiguïté du travail. Je dis toujours que j'efface ce que j'ai oublié, mais je pense que la seule image que je n'oublierai jamais, je ne l'ai plus, je pourrais pas l'effacer. Mais elle est toujours dans ma tête. Et je pense que dans tout mon travail, il y a ça, il y a cette idée de plus j'efface, plus je révèle, finalement. Et ce que j'aime aussi, c'est que le spectateur puisse, dans ses blancs, y mettre de lui-même plutôt que mes images. Je pense là à une œuvre qui était présentée à Paris Photo qui s'appelait Cueillir les murmures. C'est une barque dans laquelle il y a des enfants qui se promènent et derrière c'était juste des arbres. Il y avait 3 grands arbres et moi j'en ai fait 70 buissons différents à peu près. Et il y a une idée un peu de plonger dans un imaginaire, de transformer le paysage mais pour que chacun puisse se l'approprier. Et je pense à cette image parce que beaucoup de gens m'ont dit mais ça aurait pu être moi en fait. Je me revois dans mon enfance. J'ai pas forcément pris une barque, mais j'aurais eu cette idée de jeu. Et je crois que les œuvres d'art, elles servent à ça aussi, à ce que dans les blancs, on puisse s'y projeter et que chacun puisse se retrouver dedans, en fait. C'est Marcel Duchamp qui disait c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Alors je pense qu'on est 2 du coup à la faire, il y a l'artiste et le spectateur. Mais une œuvre, elle a autant de manières de parler que de personnes qui la regardent. Finalement, chacun se l'approprie, donc c'est ça qui est beau aussi. Enfin, moi, je sais pourquoi je crée les œuvres, je sais ce que j'ai envie de sortir de moi et de ma tête, mais ce que je préfère, c'est les présenter et savoir ce que les gens en pensent et qu'est-ce que ça leur évoque. Je crois que quand on fait une œuvre, c'est pour être dans le partage. Et en revanche, c'est un peu un contrepoint par rapport à ce qu'est la photographie, puisque la photographie, c'est une preuve du réel. Jusqu'à présent, en tout cas, ça l'était, jusqu'à l'IA et au détournement de la photographie. Enfin, on sait qu'il y a plein de façons de la manipuler, la photographie. Mais le mainstream, en fait, c'est ça. C'est que ça a été photographié, ça a existé, ça a été vu. Alors, je cite souvent Roland Barthes parce que moi, je suis vraiment partie de cette citation pour construire mon travail quand j'étais étudiante, qui dit que la photographie, c'est le punctum, donc effectivement, c'est la preuve d'un moment passé. Et en même temps, c'est amusant parce que j'ai lu un livre il y a peu de temps et je suis gênée parce que je trouve plus le nom de l'auteur, je l'ai pas en tête, mais qui était tout un travail justement sur la photographie et il cherchait une photo d'un album de famille aussi, je crois, et en fait, il la retrouvait pas, il a demandé à l'IA de la recréer. Ça, c'est le teaser du livre. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment, il parle de la photographie et il dit si vous regardez toutes les photographies de famille, tout le monde sourit toujours, donc ce n'est pas une preuve de la réalité. Oui, c'est certain. Bon, d'autant plus en fait dans la photographie. Aujourd'hui, en fait, les photographies, c'est peut-être aussi le paradoxe, c'est que les photographies, comme on a accès à la photographie avec nos portables, on fait des milliers de photographies, et d'ailleurs qu'on regarde la plupart du temps pas, mais qui sont peut-être plus naturelles que les photographies de famille dont vous parlez, qui sont des photographies posées, des photographies de mariage, de communion, de fêtes diverses et variées, où on peut se demander où est le point d'ancrage du réel. Typiquement, oui, je pense que c'est ça. Et je pense que dans les grands photographes, je pense à Anne Goldin, par exemple, elle est dans une photographie vraie pour moi, c'est-à-dire qu'elle va pas demander aux personnes de poser et de montrer le beau. Et du coup, c'est une photographie qui au début dérangeait beaucoup. Enfin, même aujourd'hui, je pense qu'il dérange, mais qui pour moi est une vraie photographie. C'est-à-dire qu'on est dans le réel et c'est pour ça que moi je dis que je fais pas de la photographie parce que moi je suis pas dans le réel. J'ai pas envie d'y être. Mais voilà, je pense qu'il y a ces photographes qui peuvent saisir une réalité et puis le photographe de
de portraits, de photos de mariage, bon, bah, c'est pas la réalité, quoi. Je voulais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'enfance. L'enfance, dans l'une des séries, elle tient beaucoup de place, hein, même si on a compris aussi que c'était un peu par nécessité que vous avez fait appel à ces photos. Je voudrais savoir si, dans cette mise en abîme de votre enfance par rapport à des photographies que vous avez réalisées plus récemment, donc toujours au même endroit, il n'y avait pas une forme de recherche du paradis perdu et aussi peut-être une idée de ce qu'est l'enfance de la terre-mère, de ce qu'est le sauvage, hein, quelque part. Ouais, ma manière de réfléchir l'image, et sur cette série notamment, je pense que ça, on s'en rend compte après, mais j'avais sans doute besoin d'un retour à mon enfance et un retour à moi-même sur cette partie de ma vie. Vous avez Qui, en fait, 3 ans, j'ai je crois, 3 ans. J'ai 3 sur ans. la péniche. Alors, c'est assez personnel, hein, comme passage de ma vie. Ce voyage, en fait, c'est le moment où mes parents divorcent. Mhm. Et c'est là où l'idée du paradis perdu, elle est intéressante, parce qu'il y a une des œuvres où on voit les enfants qui ont traversé avec la barque et qui vont caresser des chevaux. Mhm. Cette œuvre, elle a rien à voir avec les platanes, elle a rien à voir presque avec le canal du Midi, elle est un peu plus loin, elle est presque en Camargue déjà. Et en même temps, pourquoi je l'ai mise Parce que je pense qu'elle signifie tout ce projet, de manière assez intime pour moi. Cette œuvre, elle s'appelle Rien n'est beau et vrai à la fois. En fait, tous les gens m'ont dit, ah, mais cette enfance, waouh, magnifique, quoi. Ça, on rêve tous d'avoir une enfance comme ça, on sent que c'était génial. Et je pense que l'enfant en moi a répondu ouais, c'est le jour où mes parents sont séparés, quoi. Donc, je suis pas sûre que c'était génial. Je sais pas, j'en ai aucun souvenir. Ça fait référence aussi à ce que vous nous disiez, les images nous mentent parfois, Ouais, en je fonction pense. de la façon dont on les interprète. Ouais. Je pense, et en même temps, là, elle me mente à moi-même, puisque je m'en souviens pas. Donc, tant mieux, je garde un souvenir de mon enfance comme une très belle enfance, le long des canaux, à se balader et à aller cueillir des murmures. Mais la nature aussi que vous présentez dans votre travail, finalement, elle n'est pas si naturelle. Il y a une emprise de l'homme sur la nature depuis la nuit des temps, depuis l'agriculture. Est-ce que pour vous, c'est aussi important de le marquer, de le documenter dans une certaine mesure ? Alors, il me semble qu'il n'y a plus de nature naturelle. Ça n'existe plus depuis un moment. On parle de certaines forêts primaires qui existeraient encore, mais comme on va les visiter, clairement, je suis plus sûre qu'elles soient très primaires. Sur le doigt d'une main, sûrement. Voilà. Non, c'est toute la question de nature et culture, hein, voilà. Jusqu'où l'homme prend possession. Au tout début, je mettais vraiment cette dualité entre l'homme et la nature, et au fur et à mesure de mon travail, je me suis rendu compte que ce n'est pas une dualité, c'est une complémentarité de l'homme, de la nature et de toutes les espèces qui la composent, dont on fait juste partie, on est juste une espèce parmi les autres, on a un peu tendance à être autocentré. On l'oublie, oui. On l'oublie, mais finalement, on disparaîtra avant d'autres espèces. Ça, c'est sûr, et je l'espère. Mais c'est vraiment plus l'idée effectivement, du coup, de tous ces écosystèmes, comment ils cohabitent, comment on influe les uns sur les autres, mais en même temps, effectivement, avec cette idée que l'homme a ce besoin de tout contrôler. Donc pour moi, non, la nature, elle a plus rien de naturel. On parlait de cette idée de paradis perdu, je pense que ça reste un fantasme de l'homme. L'homme a besoin de ça pour vivre et survivre, de se dire qu'il y a encore de la nature autour de lui et qu'il n'a pas tout détruit. Ça peut apparaître aussi parfois comme un décor. Il y a cette idée de décor. Après, de toute façon, on façonne parce qu'on a besoin des ressources de la nature, hein. C'est comme ça, on peut pas aller contre. Alors après, on peut pas aller contre. Est-ce qu'on a besoin de tous les minerais et autres pour construire des portables et des ordinateurs ? Je sais pas. C'est pas à moi de répondre à cette question. Poétiquement, des fois, j'ose espérer que non, et qu'on peut avoir un vrai retour à juste se poser toute une après-midi à regarder un brin d'herbe. Moi, je trouve ça tout aussi intéressant. Mais voilà, c'est un peu utopiste aussi, hein. Faut pas non plus se leurrer. Mais on vit dans un décor. Je pense que oui, on façonne le monde, le paysage pour qu'il nous serve, mais je crois encore quand même avec un respect de la nature. Moi, ce que j'adore, c'est quand les gens aussi voient mes œuvres et qu'ensuite ils me disent je suis allée voir les arbres et je les vois plus pareils, et j'ai pris conscience du mouvement des feuilles, et je me suis juste posée 5 minutes à regarder et je me dis waouh, super, en fait j'ai réussi quelque chose, quoi. Le respect, là, vous le voyez plutôt comme une contemplation, parce que quand vous avez travaillé sur les mines en Argentine, j'imagine que pour le coup,
on respecte moins la nature quand on l'exploite de cette façon-là. Vous parliez de l'exploitation des minerais pour nos portables ou nos ordinateurs. Ah ben, clairement, je pense qu'il y a, il y a deux discours, si je puis dire. C'est vraiment une question de discours au niveau politique. Il y a ceux qui vont dire on va respecter la nature et puis on va faire une mine qui va aider à créer de l'emploi, mais tout en respectant la nature du mieux qu'on peut, mais en la détruisant quand même. Vous parliez de politique et d'engagement. Vous êtes engagé malgré vous, en fait. Il y a un curseur que vous placez par rapport à ça, puisque les points principaux de votre travail à l'heure actuelle, c'est la nature et la mémoire. Donc la nature, elle tient une place évidemment capitale dans votre travail. Oui, elle tient une place capitale. Après, je dis toujours que mon engagement, il est plutôt poétique que politique. J'ai plus envie d'un émerveillement au monde et de dire aux gens... On va pas le changer le monde. Enfin, je veux dire, on a cette consommation, elle fait partie de notre quotidien. Ok, mais par contre, comment on peut peut-être juste la réduire et prendre des temps de contemplation dans ce quotidien qui font qu'on accélère un peu moins vers le crash. Après, j'ai pas un engagement politique dans le sens où, oui, je vais pas aux manifestations, à ce genre de choses, et que j'ai pas décidé de faire de la politique, j'ai décidé de faire de l'art, j'ai décidé de faire des images. Mais il me semble qu'en tant qu'artiste, on est obligé quand même d'éveiller au monde qui nous entoure. Après, j'ai pas la prétention de le changer, quoi. L'art peut-il changer le monde ? C'est une vaste question auquel on ne répondra certainement pas aujourd'hui. Alors Raphaël, je sais que vous allez partir puisque vous devez rejoindre la Casa de Velázquez où vous êtes en résidence depuis quelques mois, jusqu'au mois de juillet, je crois. Sur quoi travaillez-vous exactement là-bas en ce moment ? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir, quand on postule à la Casa de Velázquez, on postule avec un projet. Donc moi, c'était plutôt un projet un peu différent, toujours sur des plantes, mais un peu différent de ce que j'ai pu faire jusqu'ici. C'est l'idée d'aller étudier un tableau qui est au Prado, un tableau qui a été peint à 4 mains par Bruegel et Rubens, et sur lequel sont représentées environ 70 fleurs différentes. Et moi, je veux aller retrouver toutes ces fleurs dans les jardins botaniques de Madrid et d'Espagne pour faire ma propre version du tableau en photo, collage, grattage. Il y a un personnage sur ce tableau, je crois, donc vous allez... ils vont disparaître. Ah, ils vont disparaître. Vous allez les gratter. En fait, ce qui m'intéresse avec ce tableau, c'est que c'est 2 peintres, du coup, qui l'ont fait. Rubens a fait tout le fond et les personnages, et Bruegel a fait toutes les fleurs. Et moi, je ne garde que Bruegel, en donc fait. Vous êtes plus sur Bruegel, ouais. Voilà. Ouais. Bon, Rubens n'y est pour rien, j'aime beaucoup son travail aussi. Mais voilà, c'est un choix pour être que sur les fleurs. Donc ça, c'est un des projets que je mène et qui, je l'espère, va prendre du temps. Surtout qu'en ce moment, il n'y a pas de fleurs parce que c'est l'hiver, donc ça a un peu retardé mon projet, mais qui me prendra sans doute plus longtemps, avec l'idée de peut-être faire un carton de tapisserie, en fait, ensuite, parce que j'aimerais bien, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, je crois, un tapis pour un hôtel, me semble-t-il. Alors, c'était pas une tapisserie, effectivement, c'était un tapis. J'ai eu l'occasion de faire le décor de l'hôtel Miss Fuller, qui est avenue MacMahon à Paris. Ça, c'était une carte blanche de Karine Tissot, la directrice de l'hôtel, qui invite des artistes à chaque étage, en fait, à décorer les chambres et autres. Et j'ai eu l'occasion, moi, de faire la salle à manger de l'hôtel. Donc, de réaliser un papier peint, des œuvres in situ et un tapis. Moi, j'ai pensé la salle est en rotonde et du coup, on m'avait seulement dit il y aura une banquette au centre. Donc, moi, j'ai pensé cette banquette comme une barque. On est au milieu de l'eau et on flotte sur des nénuphars. J'ai quand même habité quasiment 30 ans de ma vie sur une péniche, donc bon, je pense que ça laisse des traces. Bien sûr. Par rapport à la Casa de Velázquez, donc vous nous dites que la production pourrait durer plus longtemps que la résidence ? Oui, je pense que ça va durer plus longtemps que la résidence. Après, là, donc ça, c'est un premier projet avec lequel j'ai postulé. Et puis quand on arrive, forcément, ça change. Donc là, j'ai beaucoup de photos d'arbres en Espagne que je suis allée prendre. Et j'ai un autre projet que j'aimerais mettre en place et qui sera sans doute montré à Madrid au mois de juin. Donc là, je suis un peu dans les mêmes délais que le programme Bemdouh Vertmakers. Je me retrouve un petit peu, on vient de me proposer l'exposition. Et ce sera sans doute un projet sur une ancienne mine d'or. Et là, c'est une ancienne mine d'or, mais qui fonctionnait à l'époque romaine, donc c'est vraiment très ancien, elle est plus du tout en fonctionnement. Et il s'avère qu'elle est au milieu des montagnes, donc tout le paysage a été creusé par l'homme, qui a vraiment façonné ce paysage. Et tous les arbres ont poussé par-dessus. Et là, en fait, ça fait partie d'un des lieux qui a donc été classé au patrimoine de l'UNESCO et qui vient d'être détruit par tous les incendies qu'il y a eu l'été dernier en Espagne, en fait. Donc j'ai envie d'aller sur place, prendre des images et témoigner de ça, en fait. Très bien.
Merci beaucoup, Merci. Raphaël Peria. On espère qu'on pourra voir prochainement les œuvres que vous développez en ce moment en Espagne dans ce projet et dans le projet de la Casa de Velázquez. Par ailleurs, je sais qu'il y a un livre qui existe aux éditions Locaux, me semble-t-il, qui vient tout Qui est sorti au récemment mois de juin, d'être publié. Comment s'appelle-t-il ? Accorder le néant à l'infini. Pour en savoir plus sur votre travail. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Et bon retour à Madrid. Merci de votre écoute. On se retrouve bientôt pour un épisode maritime au Havre, où j'irai à la rencontre du photographe Jérémy Charbot à l'occasion de la sortie de son livre La Furie et la foi, qui vient tout juste de paraître chez Emeria. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à déposer des commentaires et des étoiles sur vos plateformes préférées.